Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. Pour ce dernier numéro en 2016, on revient avec nos invités sur les événements marquants de cette année. Une année électorale chargée sur le continent africain, mais aussi la présidentielle américaine, l'histoire en marche à Cuba ou encore les attaques terroristes à travers le monde. Que retenez-vous de cette année écoulée? Quel personnage politique ou quel artiste aura retenu votre attention? Quel événement dramatique ou positif, politique, sportif vous aura le plus marqué en 2016? C'est tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous dans ce numéro spécial de Washington Forum. 2016 aura été pour le continent africain une année particulièrement chargée sur le plan électoral. Au moins 4 élections présidentielles majeures, des législatives et des référendums qui auront redistribué ou non les cartes. On fait le point en images avec Eric Manirakiza. Les pays comme le Ghana, le Sénégal et le Burkina Faso se sont illustrés par leur capacité à maintenir l'ordre démocratique. En revanche, le faible taux de participation législative en Côte d'Ivoire montre la lassitude de la population vis-à-vis du jeu électoral. Et en Gambie, après 22 ans au pouvoir, Yaya Jammeh est détrôné par un outsider inconnu. Pourtant, il refuse de céder son fauteuil alors qu'il avait publiquement reconnu sa défaite. Mais l'Afrique centrale et la région des Grands Lacs demeurent les plus instables sur le continent, ce qui n'a pas empêché les Centrafricains, malgré la crise sécuritaire et institutionnelle, de voter pacifiquement pour tourner la page et doter le pays de nouvelles institutions. Du côté du lac Tchad, les contestations n'ont pas empêché Idriss Déby Itno de briguer un 5e mandat. Le statu quo est également maintenu au Gabon et au Congo-Brazzaville. Ali Bongo et Denis Sassou Nguesso se sont imposés malgré de vives protestations réprimées dans le sang. Dans la région des Grands Lacs, la situation reste étendue. La RDC peine à convenir de l'échéance électorale et continue à compter ses morts sur fond de contestation du régime de Joseph Kabila. Des négociations facilitées par les évêques catholiques semblent aboutir, mais au Burundi voisin, le dialogue est en panne et le nombre d'exilés ne cesse d'accroître. Et avec nous, dans cette émission, René Lake, vous êtes directeur du site d'information ceneplus.com et vous, Bagassi Koura, vous êtes chef du service Bambara. Vous allez nous accompagner tout au long de cette première partie. René Lake, d'abord avec vous, on l'a vu en résumé, plusieurs élections majeures, un peu moins. Laquelle a retenu votre attention cette année? Quelle est celle qui vous a marqué? En fait, celle qui m'aura le plus marqué, bien sûr, ça a été la volte-face de Yaya Jammeh en Gambie. On avait tous l'espoir qu'un régime assez particulièrement autocratique, qui a duré plus de 22 ans, on arrivait un peu à son terme. Malheureusement, on sait qu'il a changé d'avis au dernier moment et l'inauguration de Adama Barrow, le président élu, doit se faire dans 2 ou 3 semaines. Janvier, oui. Et donc, ça peut être, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est sûr que les phares, tous les feux sont braqués sur la Gambie en ce moment. En tout cas, là, encore une fois, un bras de fer de l'opposition, un bras de fer pour pouvoir quitter le pouvoir. Bagassi Koura, vous avez assisté aux élections au Tchad cette année où Idriss Déby a remporté un 5e mandat, contesté aussi là par l'opposition. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ce scrutin électoral? Alors, cette année, beaucoup se disaient, pour la première fois, Idriss Déby faisait face à 14 candidats, tous issus de l'opposition. On se disait au moins, pour une fois, il sera peut-être contraint au second tour. Et malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et les résultats, c'est ce qu'on sait. Il y a eu toute cette contestation. Jusqu'à aujourd'hui, l'opposition n'a pas reconnu sa défaite. Et Idriss Déby donc rempile pour un 5e mandat. L'opposition était quand même... comme si elle était abandonnée à elle-même. Par exemple, pour le cas de la Gambie, on a la CEDEAO qui réagit, on a l'Union européenne, on a les États-Unis, mais pour le cas du Tchad, on a entendu très peu de voix
discordantes. On n'a pas entendu parler d'observateurs étrangers qui se sont plaints en tant que tels. Alors, par contre, un pays où des observateurs étrangers se sont plaints, c'est le cas du Gabon, où l'Union européenne a rendu un rapport plutôt négatif pour le président sortant et réélu Ali Bongo. Comment vous avez observé ce scrutin gabonais? Écoutez, je l'ai trouvé très intéressant parce que depuis ce qui se passait en Côte d'Ivoire avec Gbagbo, je crois que c'est la deuxième fois que dans les pays francophones, dans ce qu'on a appelé pendant longtemps les chasses gardées et de la France en Afrique, qu'au fond, les régimes qui sont très proches de la métropole française sont mis en difficulté et qu'au fond, la France ne les soutient pas. Et je crois que c'est quelque chose de très particulier, de très marquant. Et ce qui s'est passé au Gabon, je crois, est significatif pour l'avenir de beaucoup de régimes d'Afrique francophone. Alors, on sait que Jean Ping est toujours en pleine contestation et fait le tour, on va dire littéralement, des ambassades et de toutes les représentations internationales pour pouvoir continuer de plaider sa cause. Mais il est intéressant de noter qu'au plan international, pratiquement, comme le disait notre collègue tout de suite, pratiquement toutes les voix plusieurs voix se sont élevées pour signaler qu'il y avait eu quand même beaucoup d'irrégularités et que l'on devrait reconsidérer peut-être les résultats de ces élections. Alors, on a vu le cas au Gabon, mais est-ce que, par exemple, ça s'applique au Congo-Brazzaville où Sassou Nguesso, qui briguait un énième mandat, a été aussi, lui, réélu, mais la contestation a quand même été plutôt violente. On revient sur cet épisode du Congo-Brazzaville avec vous, Bagassi. Oui, donc Sassou Nguesso qui briguait un troisième mandat, après bien sûr plusieurs autres années passé au pouvoir. Il avait en face plusieurs candidats, dont le général Mokoko, qui est aujourd'hui en prison. Et ses partisans disent que c'est un prisonnier politique. Et donc, il y a eu toutes ces manifestations qui ont suivi cette élection de Denis Sassou Nguesso. Et une fois encore, un peu comme contrairement au Gabon, on n'a pas entendu de voix de l'extérieur, même de la sous-région, essayer de venir pour essayer d'aider donc l'opposition dans sa quête de vérité ou en tout cas chercher à savoir où était vraiment la vérité des urnes. En tout cas, Denis Sassou Nguesso a été élu comme toutes les autres fois. Et l'élection que tout le monde attendait justement sur ce calendrier assez chargé, c'était la RDC. Tout le monde se disait le 19 décembre, fin du mandat constitutionnel pour Joseph Kabila, mais il fallait organiser des élections, elles n'ont pas eu lieu. Justement, il y a une similarité, il y a une comparaison qu'on peut faire entre la RDC et le Congo. C'est deux pays voisins qui sont d'ailleurs très proches, même frontière. Même frontière au niveau de la capitale surtout. Depuis des mois, des voix s'élèvent en ce qui concerne la RDC. Les États-Unis ont même envoyé des grands lacs qui s'impliquent personnellement sur la question de la RDC. Par rapport au Congo, on ne sent pas l'Union européenne, on ne sent pas la communauté internationale et donc on a l'impression que c'est du deux poids, deux mesures. En tout cas, les deux processus ne sont pas traités de la même façon. Et peut-être est-ce que c'est parce que le Congo démocratique est beaucoup plus grand que l'autre Congo? Là, je ne sais pas. René Lake, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi le poids géographique de la RDC qui joue? C'est quasiment un pays-continent. Est-ce que c'est difficile à gérer avec toutes ces frontières? Et on a vu là ces dernières semaines à quel point ça explose, que ce soit à Lubumbashi ou dans d'autres villes de province, et c'est difficile à canaliser. Oui, je pense que la taille du pays y est pour quelque chose, mais aussi l'histoire politique du pays. C'est un pays qui a une histoire politique très difficile, où il y a eu quand même des guerres qui ont perduré. Il y a des problèmes ethniques, il y a des problèmes régionaux. Mais pour revenir sur un point, c'est-à-dire l'absence d'intervention internationale, ce qui est très vrai, il y a une chose quand même, un élément positif, je pourrais dire, il y a eu une mobilisation de la société civile africaine. Je crois que c'est l'une des premières fois qu'on en a constaté une telle mobilisation de la société civile africaine, au point même qu'un groupe qui s'appelle Y en a marre, qui est basé au Sénégal, qui a été présent au Burkina, a été présent au Congo. Un certain nombre d'entre eux ont été arrêtés, mis en prison et ont été libérés par la suite. Donc il y a quand même... Les choses bougent quand même, malgré tout, en Afrique, quoi que l'on dise. Alors justement, sur les choses qui bougent, justement, on a vu l'exemple de l'alternance au Ghana, qui a été plutôt, on va dire, la belle surprise de cette fin d'année, qui consolide quand même un régime d'alternance et démocratique qui fonctionne.
un pays stable pour l'Afrique de l'Ouest. Oui, un exemple anglophone, parce que le deuxième exemple qu'on allait avoir toujours du côté anglophone, ça allait être la Gambie, bien sûr. On allait avoir deux bels exemples sous notre nez là-bas en Afrique de l'Ouest. Mais le Ghana a quand même donné cette leçon démocratique. On n'a pas vu venir beaucoup. Mais ils sont bien rattrapés parce que la campagne électorale n'a pas été calme. Oui, n'a pas été calme. Il y a même eu des morts. Mais tout s'est bien terminé. Et le président n'a pas du tout contesté sa défaite. Ce qui a été une très belle surprise. Alors justement, ce qui compte, on a vu toutes ces élections présidentielles, législatives, les différents référendums qui ont été organisés, tout ça, la préoccupation des hommes politiques, c'est aussi la sécurité de leur pays. On a vu que ce soit pour l'Afrique de l'Ouest ou pour l'Afrique centrale, parce qu'il y a une menace réelle qui est celle du terrorisme. On rappelle que dans ce climat, il y avait eu différentes attaques terroristes, dont à Ouagadougou, au Burkina Faso, au moins 30 morts le 15 janvier, ou encore à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, le pays qui a été frappé pour la première fois le 13 mars, faisant 19 morts. René Lake, l'Afrique a un autre défi, à part celui de l'alternance et de la bonne gouvernance, c'est maintenant celui du terrorisme. Oui, c'est celui du terrorisme, et pour faire le lien avec la conversation tout à l'heure, c'est peut-être pas étonnant que Idriss Déby n'ait pas été tellement challengé au plan international, parce que son pays joue un rôle déterminant dans le combat contre le terrorisme. Alors donc on peut penser qu'il avait un peu les faveurs d'une communauté internationale qui est plus préoccupée aujourd'hui par les problèmes de sécurité en Afrique que par les questions démocratiques. Et je crois qu'avec le changement de pouvoir que l'on a ici aux États-Unis, cette tendance-là va être renforcée. Alors, Bagassi Koura, dans la rédaction Bambara, vous travaillez énormément sur le Mali, ainsi que sur le Burkina Faso, et cette attaque à Ouaga, on le rappelle, 30 morts, c'est une attaque spectaculaire. Une attaque spectaculaire qui a le gouvernement qui est quand même le premier gouvernement démocratique depuis de longues années au Burkina Faso, à peine mis en place, qui est cueilli à froid donc, par cet attentat. Du coup, vous savez, pendant des années, on a parlé de cette tendance à abandonner l'armement, que les États africains s'occupent beaucoup plus du développement que des questions d'armement. Eh bien, il y a 2 semaines, il y a eu une attaque contre un poste de militaire au nord du Burkina, 12 morts. Et du coup, les gens se sont dit, on veut des hélicoptères militaires, on veut plus d'armes, on veut des armes lourdes. Et du coup, ce combat risque de se mener au détriment du développement, parce que c'est des écoles, c'est des infirmeries, c'est des centres de santé qui vont payer ce prix-là si le pays est contraint, et les pays sont vraiment forcés. Hein. Après 1, 2, 3 attaques, on est obligé de laisser tomber certaines préoccupations pour mener ce combat contre le terrorisme qui est quand même un peu forcé sur ces pays pauvres-là, qui n'ont pas les moyens, qui ont juste besoin de se battre pour sortir de la pauvreté. On rappelle qu'il y a ce fameux G5 qui comprend plusieurs pays du Sahel, dont le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, le Mali. René Lake, est-ce que maintenant, pour 2017, pour tous ces pouvoirs, soit qui ont été réélus, soit qui vont se mettre en place, comment est-ce qu'on peut gérer la question sécuritaire avec les moyens aussi démocratiques dont ils disposent? Oui, c'est très difficile. Ça va être quoi la priorité finalement? Ça va être très difficile parce que d'un côté, j'ai envie de dire la priorité, c'est un peu le Nigeria, le Cameroun. Hein. Ce qui se passe aussi au nord du Cameroun est particulièrement inquiétant. Avec Boko Haram, avec Boko Haram, mais il y a eu quand même pas mal d'avancées positive, je pourrais dire, du côté du Nigeria, malgré les déclarations il y a 2-3 jours du leader de Boko Haram. Mais il n'y a pas que cette menace, il y a aussi la menace venant du nord et qui passe justement par le Mali, le Burkina et qui va même jusqu'au Niger. Donc l'Afrique de l'Ouest est un peu prise en tenaille. Et je crois que la question du renforcement des institutions démocratiques permet un renforcement des institutions, j'allais dire, sécuritaires, que ce soit l'armée ou autre. Donc je pense que les deux combats devront être menés de pair. Et je crois que si les pays africains manœuvrent bien, ils pourront trouver, en tout cas dans les pays occidentaux, des alliés importants parce qu'ils ont un intérêt de défense nationale évident. Et justement, il n'y aura pas que cette question du terrorisme, mais il y aura aussi les questions de la rébellion, les différentes rébellions. Par exemple, on le voit avec l'Est de la RDC où
Voilà, l'instabilité demeure. Il y a l'instabilité, il y a toujours des milices qui occupent différentes parties de ce territoire-là, que ce soit en RDC ou de certains côtés de ses voisins comme au Burundi ou en Ouganda. Donc il y a tous ces groupes-là qui profitent de ces frontières poreuses. Et donc c'est des questions qui se posent. On ne sait pas comment est-ce qu'on va arriver d'ici là à maîtriser cela. En tout cas, il y aura encore plusieurs dossiers à surveiller début 2017. Bien sûr, la RDC, le Burundi encore, et puis d'autres pays comme le Sud-Soudan. Merci d'avoir été avec nous dans cette première partie. C'est déjà la fin de cette première partie de Washington Forum. On se retrouve tout de suite après cette courte pause. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. De retour dans ce Washington Forum consacré à une rétrospective de l'année. Et on se souviendra qu'en 2016, la Belgique, la France et aussi les États-Unis auront été frappés par des attaques terroristes. Et on poursuit cette émission toujours avec nos invités. René Lake, vous êtes avec nous, directeur du site d'information cneplus.com. Et nous a rejoint notre collègue Chérubin Gaby Dorsil. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste ici à VOA Afrique à Washington. René Lake, je vais me diriger vers vous. Vous nous avez accompagnés toute l'année dans plusieurs numéros de Washington Forum pour justement décrypter l'actualité américaine. Et concernant les attaques terroristes, on se souviendra aussi de Orlando. Cette attaque, c'était la première fois que les États-Unis étaient à nouveau frappés depuis le 11 septembre 2001, non ? À cette échelle, oui, parce qu'il y avait quand même l'attaque en Californie quelques mois avant. Mais c'est vrai qu'à cette échelle, c'était la première fois. Mais Orlando, c'est compliqué parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle un peu les hate crimes ici, un crime contre un groupe particulier qui était visé. Dans le cas d'espèce, c'était les homosexuels. Donc j'avoue que pour le cas de Orlando, on peut le voir sous un angle ou un autre. C'est un peu plus compliqué. Mais la menace terroriste sur le sol américain est une réalité et qui, malheureusement, de plus en plus évidente. Et des mesures, excusez-moi de vous couper, des mesures exceptionnelles ont été prises, par exemple, à New York pour les fêtes de fin d'année, à un niveau où cela n'est jamais encore arrivé aux États-Unis. Effectivement, et il n'y a pas que New York, Washington, enfin les États-Unis. Gaby, on a vu d'autres capitales européennes frappées en plein cœur. On se souvient des attentats de Bruxelles. C'était le 22 mars, 35 morts dans le métro de Bruxelles et à l'aéroport, ou encore Nice, cette ville du sud de la France, et ce camion fou qui a fait 86 morts, une année marquée par le terrorisme. Le jour de la fête de l'indépendance, d'ailleurs, le jour de la fête nationale française. La fête nationale française, et ça a provoqué un grand émoi à travers tout le pays et à travers le monde en général. Alors, des attentats terroristes qui se sont invités dans tous les débats politiques, finalement, parce que la question du terrorisme, la question sécuritaire, ça aura nourri les débats politiques, y compris ici aux États-Unis. Oui, on l'a vu notamment dans la campagne républicaine avec Donald Trump. Ils ont beaucoup mis l'accent sur la nécessité de renforcer la sécurité des États-Unis. Et « We will make America safe again ». Nous allons rendre à l'Amérique sa sécurité, a martelé Donald Trump tout au long de la campagne. Et comme vous dites, cela a peut-être favorisé le candidat républicain dans une certaine mesure, parce que certains pensaient peut-être que l'autre camp était un peu trop souple dans ce domaine. Alors justement, on va faire le point en images avec un sujet que vous nous avez préparé, Gaby, sur la politique américaine. On se souvient de la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump qui se sont affrontés, qui est maintenant président élu. On fait le point avec Gaby Chérubin Dorsil. L'événement était conçu conformément à sa réputation de maître showman, avec un simple message qui a enthousiasmé ses partisans. Je suis officiellement candidat à la présidence des États-Unis et nous allons rendre à notre pays sa grandeur.
Trump a provoqué la controverse dès le début, promettant une répression de l'immigration illégale et proposant dans un premier temps une interdiction des musulmans qui veulent venir aux États-Unis. Sous-estimé par ses rivaux républicains, Donald Trump s'est fait une réputation d'outsider qui n'avait pas peur de s'en prendre à un champ expérimenté. Qui peut oublier les affrontements lors des débats télévisés comme celui-ci avec l'ex-gouverneur de Floride, Jeb Bush? C'est une affaire difficile de devenir président. T'es un dur, Jeb. Il nous faut un leader. Vous n'allez jamais devenir président. Je suis à 42% des sondages et toi tu n'es qu'à 3. Peu importe. Donc jusqu'à présent, moi je vais bien. Hein. Peu importe. Dans la course à l'investiture du Parti démocrate, Hillary Clinton a dû surmonter un défi beaucoup plus difficile que prévu face au sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Une fois l'investiture assurée, Mme Clinton a cherché à peindre Donald Trump comme inapte à être président. Un homme qu'on peut appâter avec un tweet n'est pas un homme à qui nous pouvons confier des armes nucléaires. Mais dans la nuit du 8 novembre, Trump a étonné le monde avec une victoire prédite par peu d'analystes. Dans son discours de victoire, il a adopté un ton conciliant après une campagne polarisante. À tous les républicains, démocrates et indépendants à travers cette nation, je dis qu'il est temps pour nous de s'unir comme un seul peuple. Mme Clinton a également exhorté ses partisans à respecter le résultat. Donald Trump va être notre président. Donald Trump prendra ses fonctions le 20 janvier 2017 avec un avantage. Son parti, le Parti républicain, est majoritaire au Congrès. Alors une élection présidentielle pleine de rebondissements avec un résultat qui a défié tous les pronostics, messieurs. Gabi. Oui, un résultat qui a surpris tout le monde, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. En fait, j'ai un ami, un copain canadien qui me disait juste avant les élections, il n'y a aucun moyen pour Donald Trump de remporter ces élections. C'était sans compter, et avec ce que Nicolas Sarkozy a appelé ce vote caché, peut-être que ça a joué un rôle, c'était sans compter avec cette histoire de piratage informatique, jusqu'à présent on en parle avec la Russie, c'était sans compter avec cette montée du populisme en quelque sorte, et qu'on voit non seulement aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays. Et ça semble changer la donne totalement sur le plan politique. René Lake, effectivement, est-ce qu'il va y avoir un calendrier électoral chargé aussi en Europe? On attend des élections en France avec la montée de l'extrême droite, ce populisme, l'extrême droite, c'est aussi l'année du Brexit. Qu'est-ce que ça... C'est l'année du Brexit, c'est le nom qui gagne en Italie. C'est la Hollande où l'extrême droite est littéralement au seuil du pouvoir. C'est des extrêmes droites extrêmement fortes dans les pays scandinaves. En fait, ce qui se passe, c'est quasiment la situation inverse. On aime bien parler ici aux États-Unis de l'exceptionnalisme américain. Eh bien, l'Amérique a retrouvé en fait un peu l'Europe avec tous ces extrêmes de droite qui sont aujourd'hui aux affaires et au pouvoir. Et j'avoue que c'est extrêmement inquiétant. Alors justement, une nouvelle période va s'ouvrir, mais il faut d'abord clore celle qui s'achève, notamment avec le bilan de Barack Obama. Un fait marquant, c'est cette visite historique à Cuba, où il rencontre Raúl Castro. Réchauffement entre les deux pays? Oui, réchauffement entre les deux pays, mais le président Obama avait pris quand même déjà plusieurs mesures avant pour faciliter un peu une transition dans des relations, de relations plus étroites entre les États-Unis et Cuba. Je ne devrais même pas dire relations plus étroites, tout simplement sortir un peu de cette dynamique de confrontation permanente qui a existé entre les deux pays et qui ne se justifie pas beaucoup. Je peux vous dire qu'au département d'État où je suis souvent, il n'y a pas beaucoup de gens qui soutiennent la politique officielle américaine à Cuba, je veux dire l'ancienne, qui risque même de revenir aux affaires avec l'arrivée de Donald Trump, malheureusement. Alors, on suivra tout ça en 2017 sur VOA Afrique, bien entendu. Et comme chaque semaine, vous êtes nombreux à réagir sur notre page Facebook de voaafrique.com. Valérie Mabenga au Gabon nous dit « Je retiens l'élection présidentielle au Gabon et la victoire de Ali Bongo réélu pour un deuxième mandat ». Ou encore Ali Makuta et Benezer en RDC qui nous dit « En République démocratique du Congo, nous retenons seulement la date du 19 décembre qui n'a pas eu son sens comme prévu ».
Et Désiré Blaise II au Cameroun qui dit « Je retiens que Barack Obama, prix Nobel de la paix, aurait vendu en 2 ans 2 fois plus d'armes que George Bush en 8 ans pour un montant total de 118 milliards de dollars. » Et enfin, Diarra Kanyoumé au Mali qui nous dit « En 2016, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de morts. J'accuse les grandes puissances parce qu'elles financent les terroristes dans le monde entier. » Alors, messieurs, on arrive en 2017. 2016 aura été une année où on aura aussi perdu de grands artistes, de grandes personnalités. Mohamed Ali, Gabi, ça a été l'une des disparitions les plus marquantes cette année. Oui, et d'autant que le personnage était très connu en Afrique. On se souviendra longtemps de Rumble in the Jungle, ce grand choc à Kinshasa. Et on a beaucoup pleuré le départ de Mohamed Ali. Populaire, très populaire aussi sur le continent, tout comme Fidel Castro, qui le 25 novembre, nous quittait. Un vilain pour certains, un grand héros pour beaucoup, notamment dans les pays du tiers-monde et en Afrique certainement. Je crois qu'un peu comme à Cuba, beaucoup d'Africains ont pleuré Fidel Castro. C'est assez étonnant parce que c'est souvent amusant de voir que c'est difficile pour beaucoup d'Américains de comprendre cela, tellement le discours anti-castriste aux États-Unis a prévalu pendant plusieurs décennies. Mais parmi les grands artistes aussi, il y a Papa Wemba qui est décédé, mais il y a aussi, on reviendra dessus, il y a aussi le grand sculpteur sénégalais Ousmane Sow. Sénégal. Ouais. J'aimerais vous demander, à vous deux, Gabi, quel est pour vous le fait marquant de 2016 ? Qu'est-ce que vous garderez, qu'est-ce que vous retiendrez de 2016 ? Bon, dans le domaine politique, définitivement, c'est l'accession de Donald Trump à la présidence. Et ça va changer beaucoup de choses, les relations des États-Unis avec les institutions internationales, et la présence américaine dans le monde, le Moyen-Orient. Et donc, on attend vraiment pour voir ce que va faire Donald Trump, s'il va y avoir une rupture totale avec ce qu'a fait Barack Obama. Et sur le continent africain, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité cette année ? Sur le continent africain, on a vu quand même cette tendance et cette démarcation entre la succession, le principe de l'alternance. Dans certains pays, surtout dans l'ouest de l'Afrique. Le Ghana vous aura marqué. Et les endroits qui restent tout à fait verrouillés, surtout en Afrique centrale. Et on se demande quand cela va-t-il changer. Et quelque part, une génération après l'ouverture démocratique en Afrique de manière générale, c'est une génération, plus de 25 ans, on a toujours un peu, quand vous regardez les chiffres, des problèmes de transition démocratique en Afrique, et c'est vraiment assez triste. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup évolué en 25 ans. On parlait tout à l'heure de la montée du populisme. Est-ce que vous avez le sentiment, comme plusieurs observateurs l'ont fait cette année, qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle période de l'histoire du monde, une nouvelle marche ? Certains ont parlé du retour de la guerre froide. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on fait un petit peu machine arrière sur l'échiquier politique international ? Je pense que c'est les effets de la globalisation. La globalisation a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est très positif dans le sens où ça permet d'aller dans le sens de l'histoire, du progrès, mais en même temps également, comme toujours, et historiquement ça a été le cas, en 1929, après la grande crise économique, on a eu les mêmes phénomènes, des montées des extrêmes droites qui a abouti au fascisme, au nazisme par ailleurs. Mais donc, chaque fois qu'il y a la globalisation est trop forte et qu'elle va un peu trop vite, qu'elle est un peu accélérée, les réflexes identitaires, les réflexes de protection individuelle, de groupes ethniques, religieux se renforcent. La situation au Moyen-Orient, l'extrémisme dans le terrorisme dans certains espaces sont tels qu'en réaction, il y a le populisme et le repli sur soi. On va suivre tous les événements de 2017 qui s'annoncent une année aussi riche que 2016. En tout cas, on le souhaite avec beaucoup moins d'attaques terroristes et certainement de l'apaisement au niveau politique pour les différents pays et de l'alternance pour les pays africains, si possible. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce numéro particulier. Merci à vous d'être fidèles à Washington Forum et restez sur voaafrique.com. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Washington Forum.
I'm Michelle Joseph for Anglais Télé. This is VOA. Follow us at La Voix de l'Amérique. Go to lavoixdelamérique.com.